Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai des gros problèmes d'argent. Je vais m'en sortir, mais je ne sais pas comment. Eh oui, j'ai des gros problèmes d'argent. Manifestement, c'est pas Rachel Desbois, la chanteuse, qui a des gros problèmes d'argent. C'est la France, puisque dans le rapport public annuel d'hier, la Cour des comptes appelle le gouvernement, je cite, à un redressement résolu des finances publiques de la France. Selon elle, la crise énergétique et les aides déployées ont atteint 43 milliards d'euros, ce qui a plombé, bien évidemment, le déficit et la dette. La Cour des comptes estime que la situation des finances publiques de la France restera en 2023 parmi les plus dégradées de la zone euro. Alors, est-ce que pour vous, vous avez peur que la France fasse faillite, qu'elle finisse comme la Grèce ou comme l'Argentine en 2001, ou vous dites c'est pas grave, on arrivera toujours à s'en sortir, too big to fail, comme disent les Américains, trop gros pour faire faillite? Dans les deux cas, on vous attend au 0826 300 300. Avec nous, notre invité Philippe Herrlin, économiste, auteur d'un livre dont le titre ne s'invente pas, France, la faillite après la perte du 3A, point d'interrogation, et Bitcoin, comprendre et investir, les deux publiés chez Erol. Bonsoir. Bonsoir. On va déjà faire un tour de table des vraies voix avant de vous faire réagir. Philippe Bilger, est-ce que vous craignez une faillite de la France? Alors, Philippe Herrlin, vous me permettez d'intervenir et de poser en même temps une question? Uniquement parce que notre invité s'appelle Philippe. D'accord. Non, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu une Cour des comptes ne pas être d'une certaine manière critique à l'égard de la gestion de quelque pouvoir que ce soit. Alors là, apparemment, elle l'est de manière rude, mais à votre avis, est-ce que la situation d'aujourd'hui est infiniment plus préoccupante que d'autres par rapport à notre histoire financière et économique? Oui, mais la Cour des comptes est toujours sévère parce que depuis 1975, la France, le budget de la France est en déficit et il n'est jamais revenu à l'équilibre ou en excédent. Donc c'est normal que la Cour des comptes, au bout d'un moment, elle commence vraiment à s'énerver. Ça fait un demi-siècle. Hein. Voilà. Et surtout que de décennie en décennie, on voit que le niveau de déficit augmente quand on le rapporte aux recettes ou quand on le rapporte au PIB. Et là, on a un déficit structurel qui devient monstrueux. Et comme en plus, on a une dette qui est énorme, et bien comme les taux d'intérêt sont en train de remonter dans le sillage de l'inflation, ça va faire exploser la charge de la dette. Et comme en plus, il y a 10% de la dette de l'État qui est indexée sur l'inflation, parce qu'à une époque où l'inflation était faible, on se disait c'est une bonne idée, on vendra ça moins cher que les obligations normales. Oui. Et là, le problème, c'est que comme l'inflation est revenue, ça nous coûte beaucoup plus cher. Et donc, le poids de la dette, le poids des intérêts qu'on paye sur cette dette sont vraiment en train d'exploser. Ça va être de l'ordre de 50 milliards en 2023. Ça va devenir quasiment le premier budget. C'est au niveau de l'éducation nationale et de la défense, les plus gros budgets. Donc là, ça commence. La défense, c'est 40 milliards à peu près. Donc ça commence vraiment à obérer les marges de manœuvre et même la capacité de redressement. C'est-à-dire, même si on arrive à faire des économies importantes, ça risque de servir à rien tellement les dépenses sont devenues hors de contrôle. Donc la Cour des comptes a vraiment raison de s'énerver. Virginie Calmel. Je partage ce diagnostic parce que quand on regarde bien, 47% de prélèvements obligatoires, on est record. La France, malheureusement, a ce triste record. 164 milliards d'euros de déficit commercial, là aussi un record. Tout ce que vous venez de dire, 111% du PIB pour la dette qui a dépassé les 3 000 milliards. Donc pour répondre à Philippe Bilger, oui, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la situation ne fait qu'empirer. Alors c'était pas brillant, vous avez raison, avant. Mais là, on creuse de façon inquiétante. Et comme vous le disiez, il y a un sujet de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'au fond, la politique, c'est quoi? On peut ne pas être d'accord sur les moyens, mais après, on discute des modalités, mais encore faut-il avoir des marges de manœuvre. Sinon, en fait, la politique est réduite à son minimum, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir rien faire. Et aujourd'hui, quand on voit les finances publiques, on peut s'inquiéter parce qu'en fait, ce ne peut être que des promesses, soit d'augmenter encore de la dette, soit d'augmenter les prélèvements alors qu'on voit qu'on est déjà au record. Donc on n'a que des mauvaises solutions. La seule bonne solution, c'est une gestion très rigoureuse des finances publiques avec là une vraie vision pour arriver à remettre les choses dans le droit chemin et donc à avoir du recul à la fois. Moi, il y a deux mots qui me semblent clés, c'est l'évaluation des politiques publiques. On met de l'argent à des endroits où ça ne rapporte rien ou au contraire ça n'est pas profitable. Et un problème
problème de responsabilité. On a tellement dilué les responsabilités que plus personne n'est responsable de rien. Donc les déficits et la gestion est désastreuse. Vous ne comprenez pas pourquoi on est le pays le plus taxé du monde alors que la dette explose et que les services publics ne marchent pas. On vous attend au 0826 300 300 René Chiche. Alors, la question c'est, est-ce que la France peut être en faillite? Un État en faillite, c'est quoi? C'est un État, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, hein, Philippe, c'est un État qui ne peut plus payer ses intérêts, qui n'a plus accès aux marchés financiers, qui ne peut pas renégocier ou refinancer ses obligations, et qui finalement, au bout du compte, doit suspendre tous ses paiements et ensuite restructurer sa dette. Je ne pense pas que la France, malgré ses problèmes évidents de dette publique, en soit là. On a connu ça effectivement avec l'Argentine, avec la Grèce, ou avec même d'autres pays comme le Liban, comme l'Équateur, comme même, je crois, un tout petit pays, le Suriname, il me semble aussi, était en faillite. La France n'en est pas là, pour moi, hein, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que la France est en faillite. Pourquoi? Parce qu'en plus, la France fait partie intégrante du système financier international. C'est même l'un des acteurs majeurs. Or, si la France était vraiment en faillite, avec ses 3 000 euros de 3 000 milliards. 3 000 milliards. C'est plus que ça. 3 000 euros de dollars, parce que j'allais dire, parce que j'hésitais entre euros et dollars. Bien sûr, 3 000 milliards. Si la France était en faillite, c'est tout le système mondial qui s'écroulerait. Or, dans ce cas-là, si vraiment il y avait un vrai risque de faillite, je termine, et vous me direz si j'ai raison ou pas encore, hein. Si vraiment il y avait un risque, les banques centrales interviendraient, à mon avis, pour sauver la France de la faillite et donc pour sauver le système international. Alors, est-ce qu'à votre avis, la France est vraiment, comme une entreprise peut l'être, en état de faillite? Moi, je pense pas en plus. Pourquoi? Parce que la France, c'est quand même un État qui a des actifs, à la fois en termes d'État, en termes de collectivité locale, en termes de collectivité même sociale, et qui en plus a une dernière arme, si je peux me permettre, même si c'est pas très positif à dire, c'est que la France, l'État, peut lever l'impôt. Donc c'est quand même une arme qui peut éviter... Non, mais d'accord. Quand on est champion du monde, la levée d'impôt, c'est compliqué. Non, mais c'est pour répondre à la question. Est-ce que la France... Philippe Berlin, pour répondre à un mix Virginie Calmel... Vous répondez à la question Philippe de Bilger, radio. pour répondre à la question en faisant un mix de Virginie Calmel et de René Chiche. Est-ce que, un, on risque de faire faillite, ou est-ce que, deux, on peut encore augmenter les impôts dans le pays le plus taxé du monde? Alors augmenter les impôts, ce serait de la spoliation, c'est pas une solution. Mais sur la question de la faillite, c'est vrai qu'on fait partie de la zone euro. Ouais. Donc le scénario, il est différent. C'est-à-dire que la zone euro ne peut pas laisser la France faire faillite, parce qu'elle est, comme vous disiez, too big to fail. Elle est trop grosse pour faire faillite. Si la France fait faillite, la zone euro explose et l'euro explose. Donc la Banque Centrale Européenne, surtout qu'elle est dirigée par une Française, hein, donc elle sera contrainte d'aider la France. Donc le scénario que j'avais exploré dans mon livre France à faillite, c'était qu'en fait, les pays vertueux, on aura le bol, ils disent au revoir, c'est-à-dire quitte l'euro. C'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas. Pour moi, le scénario, c'est ça. Mais c'est le risque majeur. Pour moi, le scénario, c'est ça. Parce que si la France a un déficit qui, et comme c'est parti, ça va le faire, qui continue à filer et à augmenter, et que les investisseurs internationaux commencent vraiment à s'inquiéter et n'achètent plus la dette, bah, la Banque Centrale Européenne va se mettre à racheter, elle va faire tourner la planche à billets, elle va continuer de faire exploser son bilan, et à ce moment-là, la France ne fera pas faillite. D'accord. Sauf que ça va créer de l'inflation. Si on a de l'inflation aujourd'hui, c'est en partie à cause de la guerre en Ukraine et des matières premières, mais l'inflation, elle était là. C'est la planche à billets aussi qui a eu pour le quoi qu'il en coûte, pour la crise de 2008, etc. Exactement. Donc si on refait ça pour la France et puis aussi l'Italie qui est en mauvaise situation, l'inflation va se remettre à décoller et là les Allemands, les pays scandinaves vont dire ras-le-bol. Et on quitte la zone euro et à ce moment-là, il y aura un euro faible et un euro fort, mais l'euro faible, il risque de partir en inflation. Donc c'est plutôt ce scénario-là, moi, que je vois, c'est-à-dire que l'Allemagne dit stop. Voilà. On part au 0826 300 300. On vous donnera la parole, Virginie Calmel. Jacqueline, rebonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous craignez une faillite de la France? La faillite de la France, non, mais ce qui vient d'être exposé est très inquiétant. Parce que si effectivement l'Allemagne quittait la zone euro, les pays scandinaves aussi, eh bien on pourrait dire au revoir à l'Europe. Hein. C'est terminé. Alors, on va faire réagir Philippe Berlin. Virginie Calmel voulait réagir et Philippe Berlin va réagir à vos propos, Jacqueline, et à ceux de Virginie Calmel. Je voulais juste réagir parce que vous avez employé 2 fois l'expression too big to fail. Rappelez-vous que cette expression, elle a été employée juste pour Lehman Brothers et on a vu le résultat. Donc, elle avait été aussi utilisée pour Enron. Oui, mais le too big to fail les entreprises, me fait... Oui, oui. Pas les États. On est d'accord, mais le too big to fail me fait toujours un peu peur parce que d'abord, ça
ça donne l'impression qu'on peut tout se permettre. Et je pense qu'il est temps qu'on arrive à comprendre, et notamment ceux qui nous gouvernent, mais qu'on ne peut pas tout se permettre, qu'à un moment donné, faire croire que le quoi qu'il en coûte, s'il y a toujours un coût, on va le payer. Et on a aussi un autre sujet qui est la hausse des taux d'intérêt. Donc on s'est endetté à 3 000 milliards de dettes. On comprend bien que chaque fois que les taux d'intérêt augmentent, tout le monde tremble. Donc oui, heureusement, la Banque centrale peut encore intervenir, mais on voit quand même qu'on est au bord d'un gouffre. Donc on appelle ça faillite, c'est peut-être exagéré, ça va pas déposer le bilan comme une entreprise, bien sûr. Mais c'est la question. Mais oui, mais parce que c'est pas exactement le bon mot. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a plus aucune marge de manœuvre, si la zone euro explose et si la France est décotée, sur certains indicateurs, on est bien derrière les pays du sud de l'Europe, derrière l'Espagne et l'Italie. L'Espagne s'est réformée, l'Espagne a baissé les salaires, l'Espagne a baissé sa dépense publique. La France attend quoi? Ça fait quand même des décennies qu'on dit que c'est une urgence de mieux gérer la dépense publique. Et on fait exactement le contraire. L'Espagne n'a pas baissé les salaires, je crois. Les salaires ils ont baissé les salaires des fonctionnaires, ce qui est quelque chose de jamais vu. Non, mais on est allé très loin. Je veux dire, imaginez en France si on disait demain qu'on baisse, n'imaginons pas. Mais voyez qu'on a quand même à prendre à l'étranger des exemples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est le parent pauvre de l'Europe. Et je trouve que c'est très inquiétant. Pourquoi? Parce que l'Europe a quand même été longtemps drivée par l'Allemagne et par la France. Aujourd'hui, la France, elle peut pas donner beaucoup de leçons à grand monde. Elle a plutôt à balayer devant sa porte. Moi, je rejoins quand même votre diagnostic. C'est très inquiétant. Pour réagir aux propos de Jacqueline et pour réagir aux propos de Virginie Calmels. Oui, il y a quand même une question qui se pose sur la dépense publique. Comment expliquer, par exemple, je rebondis dessus, que depuis un demi-siècle, on n'ait pas eu un budget en équilibre, même avec des croissances à 4% sous les années Jospin, par exemple. Mais comment est-ce qu'on y est arrivé? La France est le seul pays qui n'a jamais fait aucune réforme structurelle dans les dépenses publiques. Tous les pays, la Suède à un moment, les années 90, le Canada, alors l'Espagne, l'Allemagne en 2000 avec Schröder, il n'y a que l'Italie, la Grèce et nous qui n'avons jamais fait d'efforts pour diminuer les dépenses publiques. Voilà. Et y compris quand il y avait de la croissance, où là c'est plus facile à faire, évidemment, quand il faut un peu serrer la ceinture, quand il y a de la croissance, il n'y a pas trop de chômage, ça passe mieux. Évidemment, faire diminuer les dépenses publiques en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué pour un gouvernement. On l'a pas fait quand il y avait de la croissance. On le paye maintenant, on est coincé. Et on s'appuie sur la BCE, en fait. On se dit, c'est le discours de Bruno Le Maire, dire la dette de la France est achetée. C'est vrai, la dette de la France est achetée. On émet de la dette à 3%, qui est un petit peu plus élevée que l'Allemagne, mais il n'y a rien de catastrophique. Donc on se dit, on peut continuer. Le problème, c'est qu'à 3%, ça fait couler le budget, quoi, sur 30 milliards de dettes. René, si je veux réagir. Moi, je voudrais j'ai une question toute simple. Est-ce qu'on peut sérieusement envisager la sortie de la zone euro de l'Allemagne? Oui, parce que je pense qu'à un moment, l'Allemagne, l'Autriche, les pays frugaux, comme on disait, avec mépris, parce qu'ils sont pas frugaux, ils sont plus riches que nous. Donc voilà, ils sont plutôt dans le confort et dans le confort. Voilà, plutôt que frugaux. C'est nous qui allons être frugaux bientôt, quoi. Donc ces pays-là, au bout d'un an, ils risquent d'en avoir le bol parce que tous les efforts que eux ont fait, ça risque d'être effacé par une vague d'inflation. Parce que l'inflation, aux États-Unis, elle est surtout due à de la planche à billets, à des plans délirants qu'a fait Biden quand il est arrivé au pouvoir en distribuant des chèques à tout le monde. Là, donc ça, à la limite, c'est. Mais eux, ça encore, ils ont la monnaie mondiale, ils peuvent le faire. Alors, déjà, comme ils ont un essai de monnaie, comme la Fed relève ses taux, ça peut permettre vraiment de contrôler l'inflation à la racine. Et puis, en plus, c'est la monnaie mondiale, donc tout le monde a besoin de dollars dans le monde pour payer le pétrole, tout ça. Donc ils en bénéficient. Nous, en Europe, il y a une grosse partie de planche à billets, c'est vrai, mais il y a aussi une grosse partie de l'inflation qui est due à l'énergie. On paye le gaz encore aujourd'hui, bien qu'on n'est pas du tout au sommet quant au monétaire cet été, mais encore aujourd'hui, on paye le gaz 4 fois plus cher que les États-Unis et que l'Asie. Et ça veut dire que la compétitivité industrielle de l'Europe, c'est mort, c'est fini, quoi. Donc ça pose un vrai... Comment redresser les comptes dans ces situations-là? Même si on fait les économies, de toute façon, si les industries sont vont, c'est mort, quoi. Je voudrais vous dire une question, Philippe. Je voulais vous poser une question, il nous reste à peine une minute. La dette publique, c'est 110% du PIB, un peu plus de 110% du PIB en France. Voilà. C'est ça, mais 111, c'est ça. Mais il y a une partie de la dette qui est cachée, puisque dans les comptes publics, on ne met pas les retraites des fonctionnaires, notamment, donc on est plutôt à 130 ou 140% Alors c'est du des PIB. Engagements, parce que c'est pas des dettes libellées, mais c'est des engagements. Est-ce qu'on pourrait atteindre un niveau, on est déjà entre 120, 130, on n'a pas les chiffres précis évidemment, comme c'est caché,
à un niveau de dette comme le Japon, par exemple, qui est, tu crois, à 200% du PIB. 200%, mais encore, il n'y a pas un chiffre qui fait basculer dans la faillite. Le Japon est plus endetté que nous, donc on peut se dire, c'est tranquille, on a encore de la marge, allons-y. Non, mais le Japon, ils ont une industrie qui est très forte, ils sont très compétitifs. Ils ont un niveau de prélèvement obligatoire qui est nettement inférieur au nôtre, ce qui fait que leur économie est compétitive. Alors justement, ils commencent à avoir des problèmes parce que leur excédent commercial est en train de diminuer, ils sont tout juste à l'équilibre. Pendant très longtemps, ils avaient un excédent, donc le yen commence à se dévaluer, ça fait de l'inflation importée. Ils commencent à se rendre compte que la dette, ça peut pas continuer ad vitam aeternam. Bon, mais pendant très longtemps, ça a pu marcher. Nous, on va craquer avant, quoi. Ah oui, nous, on a une industrie à 10% du PIB, donc on n'est pas comparable on est au niveau de la Grèce. Voilà. Ah oui. Merci. Et on est derrière l'Espagne. Absolument, on est au niveau de la Grèce, on est les plus bas en Europe. Merci beaucoup, Philippe Herlin, économiste, auteur de France, la faillite après la perte du AAA, point d'interrogation, et de Bitcoin, comprendre et investir, publié chez Erol. Merci beaucoup, verdict. Vous êtes 93% à penser que la France peut faire faillite. Bon, achetez des bitcoins, voilà. Achetez de l'or et des bitcoins. Achetez de l'or et des bitcoins. Ça, c'est le conseil. C'était le conseil de Philippe Herlin. Bon, là, après, ça va être plus léger. On va faire un quiz musical, puisque demain, ça fera 45 ans que Clo-Clo nous a quittés. Quiz musical spécial Clo-Clo. Je sens que Jacqueline a réécouté tous les 33 tours en même temps qu'elle écoutait les vraies voix. On se retrouve tout de suite.